En route vers les législatives avec Alexis Lacroix le mardi. Bonjour Alexis. Qui ne se présente pas aux législatives. Bonjour Steve. Pas encore tout du moins. Alexis, merci de nous rejoindre et de préférer donc les studios de radio au marché pour faire campagne. Au très tôt de campagne. Que vous êtes le directeur de la rédaction des actualités juives. Regard d'abord avec vous sur la droite républicaine, ou ce qu'il en reste. On apprenait hier que le parquet de Nice avait ouvert le 31 mai une enquête visant Éric Ciotti pour détournement de fonds publics lors de sa campagne pour les élections législatives de 2022. Le week-end avait également été marqué par l'interview de Nicolas Sarkozy dans les colonnes du journal du dimanche, mais c'est le positionnement de Laurent Wauquiez qui retient particulièrement votre attention, cher Alexis. Rien ne se passe tout à fait comme prévu pour le président de la région Rhône-Alpes, qui est donc candidat à ces législatives. J'aime beaucoup votre pitch parce qu'au fond, rien ne se passe pour la droite républicaine comme elle pouvait l'espérer. Car elle a face à elle un mastodonte politique, idéologique et évidemment d'appareil, qui est le Rassemblement national, qui a une conception, on va dire, toute particulière de ce qu'on appelle l'union des droites. Vous savez, l'union des droites, c'est une idée qui a été théorisée il y a 25 ans maintenant par Éric Zemmour, qui était alors jeune journaliste du Figaro. C'est le premier à l'avoir théorisé ? Vraiment, ouais. À l'époque, vous savez, il était proche de Séguin, de Pasqua, et il plaidait justement pour des accords électoraux ponctuels ou plus généralisés avec le Front National d'alors. Qui horrifiait Jacques Chirac. Bien sûr, mais qui était un Front National plus faible. Et donc, si c'était l'idée de Raymond Aron, d'ailleurs, par parenthèse, à la fin de sa vie, qui disait il faut en profiter tant qu'ils sont faibles, faire des accords pour les noyer. Ce qu'a fait par parenthèse Mitterrand avec le parti communiste. Avec Jean-Marie Le Pen, c'est ce que disait Absolument, Raymond Aron, à la fin de sa vie, en 1983, plaidait pour une union des droites à la faveur, en quelque sorte, du RPR et de l'UDF de l'époque. Aujourd'hui, évidemment... Je rappelle que vous avez signé il y a quelques mois un essai remarqué sur... Bien sûr, et je l'évoque, ça n'est évidemment pas ma position, mais c'est la vérité. Et donc, effectivement, le calcul d'un Aron, puisque là, nous parlons de la droite, c'était, puisque le Front National est faible encore, 12%, 13%, on peut les enrouler dans notre tapis. Il le disait pas avec cette vulgarité, mais en quelque sorte, on peut leur faire le coup du tapis persan. Et évidemment, c'est plus possible quand on a un Front National ou un Rassemblement National à 32. Bon. Et donc, effectivement, pour revenir à la droite, elle se retrouve en quelque sorte comme le lapin dans les phares du camion, du 33 tonnes, c'est le cas de le dire, du 32 tonnes, qui fonce sur elle. Alors, il y a ceux qui se couchent. Monsieur Ciotti, bon, c'est sa responsabilité. Il espérait sans doute une alliance dans de meilleurs termes. Il s'avère qu'il va être un collaborateur parmi d'autres du Rassemblement national. Bon, chacun prend ses... Pas plus que cela ? Bah, écoutez, un collaborateur XX, bien positionné, mais il sera un collaborateur. Il n'apporte pas avec lui une structure partisane qui lui permettrait de peser véritablement. C'est mon analyse. Et assez peu d'ailleurs d'élus sortants. Bien sûr. Et donc effectivement, la conception que développe Marine Le Pen, qui est la vraie stratège, je crois, du Rassemblement national, en réalité avec ses conseillers, ses conseillères, c'est plus une conception d'union des droites fondée sur l'absorption des bonnes volontés, entre guillemets, que véritablement sur des alliances équitables. Ne nous leurrons pas. Et donc effectivement, pourquoi je vous dis ça ? Pas pour, dire que la droite républicaine est fichue. Non, c'est pour essayer d'entrer un peu dans le raisonnement d'un Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, on en pense ce qu'on veut. Il a toujours fait de la triangulation, comme jadis Nicolas Sarkozy, sous l'influence de son conseiller Patrick Buisson, des idées du Rassemblement national dans l'espoir justement de mieux le contourner. D'ailleurs... Dans l'optique de 2027 en particulier. Voilà. D'ailleurs, si on fait de l'histoire de cette triangulation, il faut reconnaître que Patrick Buisson avait donné sur ce plan-là des conseils à Nicolas Sarkozy qui ont fonctionné pendant une partie du quinquennat effectué par Nicolas Sarkozy à partir de 2007. Effectivement, nous avions entre 2007 et 2010, en gros pour aller vite, nous avions un Front National de l'époque qui était en déflation, qui était en baisse. C'est ce qu'a rappelé d'ailleurs Nicolas Sarkozy ce dimanche sans citer Patrick Buisson avec lesquels sa relation s'est étendue. Évidemment, mais au-delà de cela, au-delà des questions d'hommes, c'est vrai que quand la droite républicaine triangule certaines idées du Rassemblement national, indépendamment des questions morales, là nous parlons de la politique, c'est vrai que généralement elle le fait baisser. Voilà. Donc effectivement, Laurent Wauquiez, qui a été le témoin, le jeune témoin, parce qu'il était encore un très jeune homme politique, de cette stratégie, souhaite à sa façon la rééditer. Vous voyez, mon préambule est long, mais c'est pour comprendre ce qu'il a dans la tête. C'est pas simplement une question de se montrer, de montrer ses muscles, d'exister au travers évidemment de la députation, puisqu'il va avoir haut la main la première circonscription de la Haute-Loire, qui est son département, avec sa ville, le Puy-en-Velay, évidemment qu'il va être élu. C'est pas simplement ça. C'est une stratégie, j'allais dire, de plus longue haleine, pour revenir au devant
devant de la scène et être celui qui, sur le champ de décombres que prépare le RN pour la droite républicaine, en sera le rebâtisseur, en sera le reconstructeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une stratégie à la fois de triangulation et d'opposition. Mais ce dont on peut être sûr, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, le problème n'est pas là. C'est que Laurent Wauquiez, lui, ne franchira pas le Rubicon, ne se ralliera pas au Rassemblement national. Il a d'ailleurs probablement étudié les 2 ralliements qui ont eu lieu, les plus récents. Celui d'Éric Ciotti, qui est un poids lourd de la politique, et celui de Marion Maréchal, qui est dans la famille, mais qui est aussi un poids lourd. Et de liste mais en conquête. Les 2 ont été absorbés. Oui, les 2 ont été absorbés. Mais il rêve, Laurent ce ne Wauquiez sont pas des partenaires égaux. Rêve lui aussi d'une union des droites, sous des conditions peut-être différentes, mais alors voilà, c'est là qu'effectivement il joue gros, si vous voulez. Car au fond, il y a une presque, c'est pas sur le plan idéologique, il y a une symétrie de structure entre les démarches hasardeuses d'un futur député de la Corrèze qui s'appelle François Hollande, ancien président de la République, et futur député de la Corrèze, on peut le dire avec certitude, il va gagner, à Tulle, dans la circonscription de Tulle et de la région de Tulle, et celui qui est le futur député de la Haute-Loire dans la circonscription du Puy-en-Velay. C'est parallèle. C'est quoi? C'est « je veux être demain le reconstructeur de mon camp politique ». Pour François Hollande, une gauche unie autour du Parti socialiste, et dans le rêve de Laurent Wauquiez, une droite réunie autour d'un LR refondé. Mais vous avez raison. Ça dépendra évidemment de la taille de leur groupe. Évidemment, mais vous avez raison, il y a au fond un rêve que Laurent Wauquiez se met à poursuivre à haute voix, qui est celui d'une union des droites qui ne se produirait pas comme elle se produit ces jours-ci. Quel est le rêve le plus hasardeux entre les 2 compte tenu de l'équation politique et des rapports de force? Vous savez, on est dans un moment qui est romanesque, de recomposition politique généralisée. C'est-à-dire qu'effectivement, les trajectoires individuelles se mesurent en quelque sorte au destin actuellement. Vous voyez? Et donc, je ne serais pas en train de vous dire que c'est complètement frappadingue de la part de Laurent Wauquiez. Vous voyez, il constate, il a vu les 2 ralliements principaux, disons, qui ont lieu. Un ralliement familial, celui de Marion Maréchal. Un ralliement non familial, plus idéologique, celui d'Éric Ciotti. Il constate que ce sont comme des sucres qui vont se dissoudre dans le café RN. Vous voyez, dans si vous voulez, dans le café serré de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Il n'a pas envie de ça pour lui. Et il n'a pas envie de ça non plus pour sa famille politique. Et donc, il pense qu'effectivement, il va jouer un rôle à partir de la Chambre des députés, comme on l'appelait jadis, de l'Assemblée nationale, il va jouer un rôle de reconstructeur de sa famille politique. Mais il sait aussi, parce qu'il a toutes les études Cali, il en a beaucoup plus que nous, et il en a quotidiennement, il sait aussi que l'électorat LR, ce qu'il en reste, les 7,5% obtenus avec une certaine bravoure par François-Xavier Bellamy, ce sont, sur toutes les questions régaliennes, de sécurité jusqu'à l'éducation, considérablement droitisées ces dernières années. Donc il va essayer de développer une matrice. Je vous avais dit, et là on est au cœur du sujet, il était invité à la convention du CRIF en 2023. J'étais malade comme un chien, j'avais vraiment la crève de l'hiver, comme ça m'arrive rarement, mais je devais l'interviewer, donc j'y suis allé quand même. On a eu un échange absolument passionnant. Que vous aviez un masque, Alexis? Non, j'en avais pas, plus à cette époque-là. Ne me taquinez pas. Mais on a eu un échange passionnant. Vous savez sur quoi il a axé sa communication aux amis du CRIF, uniquement sur la question de la décadence française. Comment mettre fin à la décadence française? Il n'est pas con, Wauquiez. Il va refaire le coup. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les mois qui viennent, quelle que soit la situation politique, quel que soit le gouvernement, il va insister là-dessus. Il va dire « Je veux trouver des solutions républicaines pour mettre fin à l'inexorable décadence de la France. » Alexis, il nous reste 2 minutes, pas une de plus. On enchaîne avec la gauche et le nouveau front populaire, et vous avez relevé la sortie de Clémentine Autain, candidate LFI et à sa succession en Seine-Saint-Denis, et qui a condamné sans réserve la décision de Jean-Luc Mélenchon pour sa politique de purge contre d'anciens cadres de son parti. Alors je vais vous dire, il faut avoir toujours la big picture quand on fait du commentaire politique. Les gazettes se disent, bon, c'est une affaire de personne, ils les aiment plus, etc. Idiot, très idiot. Non, c'est une affaire idéologique. Pourquoi? On peut ne pas aimer Alexis Corbière, député sortant de la Seine-Saint-Denis. On ne peut ne pas aimer sa compagne, députée et sortante de la Seine-Saint-Denis, également Raquel Garrido. Il n'en reste pas moins que à l'intérieur de l'arc LFI, c'est pas nos idées, mais c'est pas le problème. À l'intérieur de l'arc LFI, comme Clémentine Autain, députée sortante également de la Seine-Saint-Denis, ils se sont opposés, alors avec leurs mots, comme on peut le faire dans une structure dirigiste et non démocratique, c'est-à-dire ils se sont opposés à la ligne pro-Hamas développée par la France Insoumise depuis le 7 octobre. Même s'ils ne sont pas en aucun cas des amis d'Israël.
Je n'ai pas dit ça, Steve. Je vous ai dit je précise. Voilà. Je vous ai dit qu'ils se sont opposés à la ligne pro-Hamas et que quand on écoutait Alexis Corbière, et je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut le suivre politiquement, ça n'est pas cela. Quand on écoutait Alexis Corbière, il y a même eu quelques interventions médiatiques depuis le mois d'octobre, rappelant une position qui était au fond plutôt celle défendue alors par le Parti socialiste, c'est-à-dire une position qu'on peut rejeter, hein, mais là j'essaie de faire de l'analyse avec vous. Cessez le feu, et les deux États. Mais en aucun cas, l'héroïsation du Hamas comme un mouvement de résistance, comme l'a fait par exemple Daniel Obono. Or, pourquoi je vous parle de Daniel Obono? Parce que, au-delà, bien sûr, des personnes, Clémentine Autain d'un côté et qui pense elle aussi à 2027. Évidemment, mais bon, bien sûr, en politique, il y a toujours des arrière-pensées. Nous sommes les seuls à pouvoir dire les choses comme elles sont. On ne brille pas de mandat. Clémentine Autain et Ruffin s'opposent aussi à cette dérive absolument suicidaire de LFI. Et donc, ils pensent, alors avec sans doute des arguments valides, que le responsable de cette dérive, c'est Jean-Luc Mélenchon avec sa conseillère Daniel Obono. On verra la suite, mais on en est là. Merci Alexis, on verra la suite, donc c'est ce que je retiens de cette fin d'intervention. Cette campagne est loin de se terminer. La chronique, c'est autre chose. On peut la réécouter en tout cas sur radio.fr et en vidéo. Bon après-midi. À vous aussi.